Bonsoir à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TV Liberté. Ce soir, nous allons aborder un nouveau front, un front sur lequel se bat la France, même si elle en est rarement consciente. Ce front, c'est celui de la guerre économique, une guerre qui tue, mais des entreprises françaises. Et pour comprendre cela, pour comprendre la situation, nous accueillons ce soir le pionnier de l'intelligence économique en France, Christian Arbulot. Bonsoir Christian Arbulot. Bonsoir. Vous êtes directeur et fondateur de l'école de guerre économique. Merci d'avoir répondu à l'appel de Choc du Monde. Vous venez de publier un ouvrage collectif, Comment gagner la guerre économique, co-dirigé avec Nicolas Moinet et Arnaud de Morny. Christian Arbulot, vous écrivez dans cet essai « Passer à l'offensive là où c'est possible est désormais une priorité vitale ». Votre leçon, en fait, Christian Arbulot, c'est un appel aux armes, c'est aux armes citoyens ? Disons qu'il y a urgence à réagir, au moins sur deux axes majeurs. Ce que j'appelle le problème de la dépendance. On était déjà très fortement dépendant des États-Unis globalement, pas que sur le plan économique. On est en train de devenir dépendant de la Chine aussi. Et gérer deux dépendances, c'est de plus en plus lourd. Et là, je me situe bien dans le moyen-long terme, pas que dans le court terme. Donc, c'est un enjeu majeur, c'est le premier. Le second, il est évident qu'on ne peut pas continuer à laisser faire des pays qui nous portent des coups, et notamment des pays alliés. Je pense à l'Allemagne sur la question du nucléaire. Et il est grand temps qu'on se reprenne en main, qu'on impose notre stratégie pour défendre justement l'intérêt. Alors là, c'est pas simplement des entreprises, c'est des Français et la manière dont ils payent l'électricité à la fin de chaque mois et ce que ça leur coûte avec toutes les autres conséquences d'ailleurs. Défendre l'intérêt des Français, l'intérêt de la France qui a été malmené depuis au moins, si ce n'est plus, une quinzaine d'années. D'ailleurs, je vous propose, Christian Arbulot, de faire un petit tour des grande catastrophe de l'économie, de la guerre économique française. En 2006, Alcatel fusionnait avec l'américain Lucent et la France perdait alors l'un de ses fleurons dans le secteur des télécoms. 35 000 emplois seront successivement supprimés dans le monde et les brevets passeront sous contrôle américain. 10 ans plus tard, l'entreprise est rachetée par Nokia. En 2014, la justice américaine condamnait BNP Paribas à une amende de près de 10 milliards d'euros pour avoir contourné les embargos de l'Iran, de la Libye, de Cuba et du Soudan. La même année, François Hollande annulait le contrat de 2 porte-hélicoptères Mistral avec Moscou dans la foulée de l'annexion de la Crimée. Une décision prise sous influence américaine qui coûta à la France la bagatelle de 409 millions d'euros et sa réputation. Encore en 2014, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, validait la cession de la branche énergie d'Alstom à l'américain General Electric. EDF la rachètera pour 1 milliard d'euros en 2022, soit le double du prix de vente, mais avec un quart de son activité en moins, dont la construction des turbines Arabelle, qui resteront sur le sol américain. En 2021, l'Australie torpillait le contrat du siècle qu'il alliait à Naval Group pour l'achat de 12 sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire, abandonnés pour une offre américaine. En définitive, plus de doute, la liste des défaites françaises ne semble jamais s'arrêter. Alors c'est un top 5 un peu arbitraire, j'en conviens totalement, mais on se rend compte à cela, Christian Arbulot, que les coups de Trafalgar viennent presque toujours des États-Unis. Alors je vous pose la question, selon vous, Christian Arbulot, Washington est-il l'ennemi public numéro 1 ? On avait publié il y a 1 an, toujours aux éditions du Nouveau Monde, le premier ouvrage en fait, qui s'appelait « Guerre économique, : qui est l'ennemi ?» Et on avait fait un classement. Et c'était vrai que c'était un livre qui dérangeait, puisque le premier qui arrivait dans le top 5, c'était les États-Unis. Le problème, en fait, est compliqué dans la mesure où l'Europe a un rapport excédentaire commercial par rapport aux États-Unis. Ce qui fait dire à l'Union européenne que, finalement, ça va plutôt bien de ce côté-là. Mais quand on regarde attentivement ce qui se passe pour les pays membres, et en particulier pour la France, on a là un véritable problème. Vous avez cité un certain nombre de cas d'école, entre guillemets, où on a subi des défaites et non des moindres. Mais ce qui est, je dirais, dramatique quelque part, c'est qu'il y a une mentalité au sein du patronat français
qui consiste depuis l'après-guerre, à s'être habitué à cette situation de dépendance. De s'être américanisé, concrètement. Complètement, et d'accepter d'en payer le prix, et donc d'avoir des paramètres d'évaluation de l'économie très centrés sur quelques éléments. Alors les chiffres du chômage, les taux d'inflation, des choses de ce type-là, mais aucun, là je parle du patronat, pour dire où en est l'économie française, quel est son avenir infrastructurel, et on le voit bien aujourd'hui, c'est-à-dire il y a eu tellement une absence de réflexion du patronat sur les conséquences de la désindustrialisation, sur l'état réel de nos PME, notamment, la manière dont ça résiste tant bien que mal au choc Covid et au choc Ukraine, dans les retombées, que finalement, on a une dissonance fondamentale entre ce qui devrait être une grille de lecture sur l'état de la France réelle, où en est la France, et une grille de lecture patronale qui, finalement, ménage la chèvre et le chou et ne veut surtout pas aborder les problèmes qui fâchent. Et le premier d'entre eux, je reviens à la question qui pour moi est essentielle, c'est la dépendance par rapport à une puissance extérieure. Et je le répète, aujourd'hui on en a deux, et finalement, quand on se penche vers le MEDEF, que ce soit la dépendance vis-à-vis des États-Unis ou la dépendance vis-à-vis de la Chine, j'attends réellement un discours, et j'en ai pas. Alors, vous ciblez le haut patronat, le MEDEF. Que pense alors la haute fonction publique? Ont-elles encore un mot à dire, ou sont-ils aussi totalement étrangers à la puissance? Parce que vous évoquez donc la puissance américaine, la puissance chinoise, et donc ce qui suppose l'absence de volonté de puissance, si on peut dire, du côté français. Alors, je crains, hélas, que la haute fonction publique ait suivi le même cap et abouti au même résultat. C'est-à-dire qu'il a fallu beaucoup de temps, moi ça fait plus de 30 ans que je travaille sur ces questions de guerre économique, avec la création notamment du Conseil d'intelligence économique, et je me suis rendu compte qu'il a fallu à peu près 20 ans pour faire admettre à la haute administration qu'il fallait se mettre un tout petit peu à réfléchir sur la notion de sécurité économique. 20 ans. Mais en revanche, là on est donc dans l'aspect défensif. Dès qu'on veut aller sur le terrain offensif, c'est-à-dire comment enrichir la France, comment recréer des dynamiques industrielles qui vont de toute façon nous mettre en confrontation avec d'autres. Il n'y a pas de paix économique. C'est une constatation évidente. Et bien là, dès qu'on essaie de trouver des chemins, la haute administration a le plus grand mal à rentrer dans ces dynamiques. Alors, ça commence enfin à bouger, notamment sur un terrain qui est la BITD, l'industrie de défense, où là, je me félicite de voir que la Délégation Générale Armement a créé il n'y a pas longtemps, à l'intérieur d'une direction sécurité économique, 2 sous-directions, et l'une d'entre elles s'appelle sous-direction de l'intelligence économique, terminologie qui avait été abandonnée depuis 10 ans au sein de l'administration. Et l'objectif de cette sous-direction, c'est l'offensive, c'est gagner des marchés. La DGA, c'est un État dans l'État. Bercy ne pourra pas détruire cette démarche. Comme la Direction Générale de l'Armement, vous dites. Voilà, comme elle pouvait le faire avec d'autres ministères. Et je suis plutôt optimiste sur cette première marche. Et il faut saluer l'action d'Emmanuel Chiva, qui a pris la tête de cette DGA, qui a cautionné cette démarche. Et là, on voit qu'à des niveaux intermédiaires, les dialogues qui commencent à s'opérer avec le BRGM, donc la structure qui s'occupe des mines, des ressources, des matières premières, avec les douanes qui commencent de nouveau à repointer leur nez, l'expression est triviale, mais sur des questions de stratégie au niveau des échanges, on commence à voir enfin un début de changement de cap. Bon, l'industrie de la défense française se porte relativement bien, en effet, encore, malgré l'exemple des sous-marins avec l'Australie, c'était en effet la grande défaite. Mais bon, le Rafale, c'est relativement bien exporté depuis 10 ans.
Et bon, la France commence, semble-t-il, même si elle a échoué par exemple sur le marché des drones, à se placer, ou en tout cas à résister sur celui vis-à-vis de certains partenaires européens. C'est ce que vous dites. Tout à fait. Alors, ce qui me fait aussi penser qu'on peut un tout petit peu croire que les lignes bougent, c'est, je l'ai évoqué, le dossier sur le nucléaire. La France ne peut pas continuer à se coucher devant l'Allemagne sur la question du prix de l'électricité, du marché de l'électricité européen et donc du nucléaire. Et là, il y a une partie de bras de fer entre Paris et Berlin qui va être essentielle et il faut vraiment souhaiter que la France remporte cette partie de bras de fer. Alors heureusement, ça va très mal en Allemagne. La stratégie allemande, qui est de privilégier de manière très opportuniste le gaz russe depuis un certain nombre d'années, là c'est plus possible. Les conséquences se font sentir. L'économie allemande est en train de s'affaiblir et l'unité de la coalition politique se fragilise. Donc là, il y a une brèche qu'il faut exploiter. On ne doit en aucun cas céder à la pression allemande qui se manifeste à tous les étages. Notamment, il faut bien savoir que quand Emmanuel Macron a sorti son plan à horizon 2030-2035, une semaine avant, le premier chapitre de ce plan portait sur les énergies renouvelables. Ce chapitre a été retiré, il avait été fait par un grand cabinet d'audit anglo-saxon, et il a été remplacé par un chapitre qui remettait en selle l'industrie nucléaire. Donc on voit bien cette fébrilité, on voit bien la manière dont le politique, un peu la baïonnette dans le creux des reins, doit changer de posture. Et le sujet du nucléaire, c'est un sujet majeur. Si la France continue à se coucher devant l'Allemagne sur le prix de l'électricité, ça sera une défaite qui n'est pas que symbolique. Et là, on peut espérer que la France, enfin, change de cap sur ce terrain-là. Emmanuel Macron, pour nos téléspectateurs, pour mémoire, en 2022 a donc annoncé la construction de 14 nouveaux réacteurs EPR2 à l'horizon 2030. C'est ce à quoi vous faites référence. C'est donc pour vous une victoire informationnelle d'une certaine manière. Oui, et puis dans cet ouvrage Guerre économique, comment gagner, il y a un article de Nicolas Mazzucchi qui montre bien toute l'importance de la 4e génération des réacteurs nucléaires, tout l'intérêt technologique qu'elle comporte, notamment par rapport aux problèmes qui gênent, c'est-à-dire les déchets et d'autres aspects comme ça, puisque notamment aussi l'usage de l'eau pour refroidir les réacteurs, on passe à de nouvelles technologies qui éliminent une partie de ces problèmes-là, ce qui nous encourage d'autant plus à faire en sorte que la recherche-développement dans le nucléaire doit être relancée et réactivée. Et là, on retrouve une fois de plus les États-Unis qui, eux, ont compris qu'il fallait relancer leur industrie nucléaire et la conquête des marchés mondiaux sur le nucléaire. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel et on peut espérer que le pouvoir politique, qui est en train de changer de cap, aille plus loin que cette annonce de construction de réacteurs, mais surtout relance cette recherche où on était très en avance et qui était sabotée par M. Jospin et par un certain nombre d'autres personnes depuis une trentaine d'années. Vous venez tout juste d'évoquer les États-Unis qui, d'une certaine manière, ne veulent pas se laisser faire sur le nucléaire. Les États-Unis peuvent compter sur un dispositif essentiel. Par là, je pense à l'extraterritorialité de leur droit, du droit américain, qui concrètement permet aux juridictions américaines de poursuivre et potentiellement d'éliminer un concurrent étranger ayant un lien avec les États-Unis, ce qui est évident à l'heure de la mondialisation. Vous évoquez cela dans votre ouvrage. Peut-on combattre et si possible vaincre cette extraterritorialité du département de la justice américain selon vous ? Oui, alors justement dans cet ouvrage, on cite un cas de victoire d'un Français qui a été incarcéré 11 mois aux États-Unis. Et l'intérêt de ce cas, c'est qu'il a, lui, été soutenu par son entreprise, contrairement à Pierucci, qui n'a pas été réellement soutenu par l'entreprise Alstom à l'époque. Et ce Français a gagné en procès
Lui, il est allé en procès face au DOJ, et c'est très intéressant ce retour d'expérience parce qu'on voit bien que, en fait, le département de la justice américain est dans une phase de pression psychologique en espérant finalement que la personne ou le groupe incriminé n'iront jamais jusqu'au bout. Et là, surprise, ils sont allés jusqu'au bout, et le texte explique comment la victoire a pu être remportée, et tout simplement parce que le département de la justice n'avait pas les éléments de démonstration devant un jury de citoyens américains. Et il a perdu. Donc, je crois que l'intérêt, justement, par rapport à ces menaces, ces pressions, où il y a beaucoup de logique informationnelle derrière tout ça, c'est d'arriver à ne pas subir et de tenir tête. Mais pour tenir tête, il faut être soutenu. C'est la clé. Il faut que l'entreprise pour laquelle on travaille vous soutienne et ne vous lâche pas. Comme Pierucci. Quitte à combattre le système américain sur son propre terrain, à savoir les tribunaux américains. Exactement, parce que là, en l'occurrence, ce sont des avocats français qui ont géré ce dossier dans des conditions épouvantables, parce que il faut pouvoir aller voir en prison la personne, discuter avec elle, et là on n'est pas comme dans les belles séries américaines de Netflix, dans une salle moderne, au calme, pour débattre. Non, on est dans des conditions impossibles, et malgré cela, et grâce à l'acharnement de ces avocats, grâce à la détermination de l'accusé, et grâce au soutien de l'entreprise pour laquelle il travaillait, il y a eu victoire contre le département de la justice. En fait, ce que vous décrivez, ce que vous plaidez depuis 3 décennies, désormais, avec la création de l'école de guerre économique en 97, c'est la lucidité, pour dire la chose simplement. Depuis quelques décennies, Christian Arbulot, vous nagez à contre-courant, d'une certaine manière. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais vous avez imposé votre école, mais aussi peut-être quand même une nouvelle vision des rapports économiques, me semble-t-il. Alors, la bonne nouvelle, elle vient du monde anglo-saxon. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais il y a à Londres un établissement prestigieux qui s'appelle le King's College. Et au sein du King's College a été créé depuis 1 an un laboratoire qui étudie l'economic war, donc la guerre économique. Il faut dire qu'après le rapport Mark, quand on a interpellé des Britanniques, par exemple, sur cette notion de guerre économique, leur réaction à l'époque, c'était de dire « economic war, ça ne veut rien dire ». Dans notre vocabulaire, dans notre manière de voir les choses. Pour eux, le commerce adoucit les mœurs, c'est culturel. En 2023, c'est plus le cas. Et le professeur canadien qui dirige ce laboratoire, qui est un Canadien anglais, comme on dit, et qui est très proche de l'industrie de défense britannique et des services de renseignement et de sécurité britanniques et de l'armée britannique, a dit, en gros, que ce laboratoire a été créé parce que ça faisait un quart de siècle que les Français travaillaient par l'intermédiaire de l'école de guerre économique sur la guerre économique du temps de paix, et qu'il était grand temps que les Britanniques se mettent, eux aussi, à produire de la connaissance sur ce sujet. Donc ils sont en train de créer un consortium international. Ils nous ont demandé d'y participer, avec notamment la Stockholm School of Economics, avec l'université danoise, avec des Finlandais. Ils vont faire entrer les Roumains, ils essaient de faire entrer même jusqu'à des Turcs. Et, chose étonnante, ils ne veulent pas faire entrer des Américains ou des Chinois. Alors ça, je pense que pour les Américains, c'est un peu un effet d'annonce parce qu'au King's College, il y a quand même des chercheurs américains et non des moindres, mais au moins, il est dit cela. Et chose étonnante aussi, ils acceptent l'approche de l'OGE sur la question de la guerre économique du temps de paix. Donc ça va être très intéressant de suivre ce qui va se passer parce que là, on ouvre un débat sur le terrain anglo-saxon et ça va nous amener à débattre de sujets que les anglo-saxons ne veulent pas forcément aborder. Donc c'est pour ça que le contre-courant dont vous parliez il y a quelques minutes, il existe sûrement encore, mais c'est plus tout à fait le même.
Vous vous sentez de plus en plus à l'aise, tant mieux. Je vais vous poser une question très générale, qui peut le sembler en tout cas. Comment, dans votre école, plus généralement dans les entreprises d'IE, peut-on protéger les entreprises françaises face aux vents et marées de la mondialisation? Là, vous avez évoqué pour les grands groupes la possibilité de défendre les salariés qui sont menacés par exemple par le DOJ, le département de la justice américain. Quels sont les outils que vous devriez conseiller à court terme, en fait, aux PME françaises? Ou voir à l'ensemble, d'ailleurs, des acteurs, pas que les PME, parce que je pense aux grands groupes du CAC 40 aussi. J'en discutais il n'y a pas longtemps avec des représentants des alumni d'HEC. Et en fait, on était tombé d'accord sur un point essentiel, c'est qu'il faut que l'instrument de formation des cadres supérieurs ou des cadres français qui vont ensuite, ils sont ventilés dans tous les secteurs, grands ou petits, implique non pas de rester sur l'éternelle grille de lecture qu'on enseigne à l'INSEAD, qu'on enseigne à HEC, à l'ESSEC, à l'ESCP, à l'EDEC, etc., qui est la mondialisation, le marché, la finance, le reste étant anecdotique. Il va falloir d'autres grilles de lecture et d'autres compréhensions de matrice. On ne peut pas aborder la Chine avec la grille de lecture de l'INSEAD. Ça ne marche pas. La Chine, je le répète, est un État communiste qui a une stratégie d'accroissement de puissance par l'économie, qui ne cherche pas la cohabitation commerciale au niveau mondial, qui cherche d'abord à supplanter les États-Unis comme première puissance mondiale, et ensuite jouer sur un effet domino, c'est-à-dire faire en sorte que ses intérêts, mais au-delà de ses intérêts, le système mondial change. Je ne suis pas sûr qu'on ait bien compris encore ce que ça veut dire. En France, au MEDEF, ou à l'INSEAD, ou dans les grandes écoles de commerce françaises. On espère que le monde va redevenir comme avant Donald Trump. On espère que la mondialisation va reprendre, un peu comme un fleuve qui déborde, son lit. Ça, je crois que c'est une vue de l'esprit. C'est quelque chose qui nous porte très fortement préjudice, et il y a vraiment urgence, en priorité absolue, à aiguiser la curiosité de nos cadres supérieurs et de nos cadres pour leur faire comprendre qu'il n'y a pas que le marché et la finance. Il y a autre chose, et que cette autre chose va les obliger à regarder ailleurs, à penser autrement. C'est le grand défi. Mais est-ce forcément une mauvaise chose, puisque bon, vous avez constaté l'hostilité américaine, évidemment vous soulignez l'hostilité chinoise, mais après tout, si les deux géants s'affrontent, y a-t-il des possibilités pour la France si le premier s'affaiblit? Alors j'entends et je lis que le gouvernement français chercherait justement à trouver une sorte de troisième voie, ce fameux thème de la troisième voie, pour ne pas être écrasé entre ces deux forces et arriver à faire apparaître un autre type de dialogue. Il faut bien dire que les BRICS n'ont pas attendu cette position-là. Le problème, si vous voulez, c'est que aussi bien les États-Unis que la Chine sont... C'est pour ça qu'on parle de nouvelle guerre économique, de mutation de la guerre économique, ne veulent en aucun cas se présenter comme des conquérants, ni l'un ni l'autre. Et que tout l'habillage de leur guerre économique, la manière dont ils l'amènent, c'est d'apparaître plutôt comme des gens qui rendent service, qui apportent des solutions, qui sont humanistes, qui améliorent les systèmes, avec deux discours d'ailleurs fondamentalement différents, le discours américain d'un côté, le discours chinois de l'autre. Et notre problème, c'est que, ayant été biberonnés à une forme de dépendance naturelle depuis très longtemps, nous ne sommes pas assez curieux pour faire la part des choses entre les jeux de séduction du marché et de la finance, à travers les discours marketing des uns et des autres, et la réalité des rapports de force. Et ce problème-là, cette distinction entre l'un et l'autre, c'est le grand défi français. Il n'est pas encore formulé comme ça, mais on y arrive petit à petit parce que on commence à se rendre compte que
La guerre économique aujourd'hui, c'est tromper la vigilance, c'est habituer l'autre à être dans une ambiance un peu presque soporifique, à croire que finalement, ce qui fonctionne, c'est la société de consommation, et tant que la société de consommation fonctionne, il n'y a pas de problème. C'est un peu une généralisation du discours d'Édouard Leclerc et de personnages équivalents, c'est-à-dire, moi je m'occupe des consommateurs, je vais faire baisser les prix, c'est Édouard Leclerc, je suis contre les méchants qui ne veulent pas, de temps en temps je m'agite un peu par rapport aux politiques, mais je m'arrête là. Et puis en face, il y a, je dirais, M. Pinault et Arnaud qui disent, tant qu'on s'enrichit, tout va bien en fait. Non, je pense qu'il faut dépasser tout ça, il faut aller beaucoup plus loin, il faut un peu remettre les choses à plat. Aller plus loin, par exemple, délimiter un carré stratégique français ? Obligatoirement. Qu'est-ce que ça veut dire, moins dépendre de la Chine ? Ça veut dire que quand on a une industrie de luxe française dont certains groupes font 30% de leur marché en Chine, vous doutez bien qu'ils ne sont pas tellement pressés d'entrer sur ce terrain-là. Et on peut les comprendre d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il va falloir prendre des positions où on n'est pas influencé par ceux qui ont des intérêts en Chine. Il va falloir avoir des positions, vous parliez de lucidité, justement très lucides. Faire la part des choses entre ce qu'on gagne en Chine et entre ce qu'on perd à cause de la Chine. Et pas que sur le court terme, sur le court, moyen, long terme. Pour faire ça, il faut qu'un pays soit piloté pas seulement par des gens qui cherchent à gagner de l'argent, mais piloté par des gens qui retrouvent un peu une dimension de servir la France au-delà du baromètre « je gagne de l'argent ». Le veau d'or n'est pas le seul baromètre existentiel pertinent. L'histoire religieuse l'a démontré. Point. Le veau d'or ne doit pas être le seul critère pertinent. Eh bien, Christian Rabelot, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour ces éclairages et merci d'avoir répondu présent, évidemment, à l'invitation de Choc du Monde. Je remercie aussi les téléspectateurs de TVL. Surtout, n'oubliez pas de partager, d'aimer, de commenter cette vidéo, de parler de Choc du Monde autour de vous, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Merci à tous.